Dans quelques minutes, vous allez assister à la table ronde Comment concilier avancées technologiques et liberté. Elle sera modérée par Véronique Jacquier. Nous y verrons intervenir Catherine Bréchignac, physicienne, membre de l'Académie des sciences, ambassadrice déléguée à la science, la technologie et l'innovation. Frédéric de Courtois, directeur général adjoint du groupe AXA. Pierre-Antoine Chardel, philosophe et sociologue, professeur et directeur du LASCO Idea Lab de l'Institut Mines Télécom. Et Charlène Biondi, docteur en sciences politiques. Bonjour à tous, bienvenue, bien entendu, pour ces belles rencontres, ces beaux moments d'échange en perspective, organisés par la ville de Saint-Raphaël. On ne remerciera jamais assez le maire Frédéric Masquelier, organisé bien entendu grâce à Deloitte, et bien entendu la revue politique et parlementaire. Je ne saurais trop vous recommander d'ailleurs, dans le sillage de cette belle conversation qui s'annonce, de lire la revue politique et parlementaire « Aimons-nous encore la liberté ?» C'est un très beau sujet. En attendant, comment concilier avancées technologiques et liberté? Là aussi, très vaste sujet. Catherine Bréchignac, Charlène Biondi, Frédéric de Courtois et Pierre-Antoine Chardel, des sensibilités différentes, une expérience incroyablement riche, bien entendu. Donc, le champ de compétences est vaste. 1h15 de débat, on va essayer de faire passer l'essentiel, de synthétiser, mais de vous nourrir également, puisque vous êtes déplacés pour cela. Alors, comment concilier avancées technologiques et liberté? Catherine Bréchignac, je vous présente d'une façon extrêmement pointue, puisque vous êtes physicienne, membre de l'Académie des sciences, ambassadrice déléguée à la science, à la technologie et à l'innovation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont La sardine et le diamant, de l'utilité de l'ordre et du désordre au Cherche Midi. Et votre dernier ouvrage, c'est Le retour vers l'obscurantisme, toujours au Cherche Midi. Charlène Biondi, vous êtes docteur en sciences politiques, auteur de l'ouvrage Décoder une contre-histoire du numérique dans la collection Essais chez Bouquin. Comment penser l'impact des technologies si on ne peut plus les distinguer de nous-mêmes? Ça, c'est vraiment un angle que l'on va aborder et qui paraît très, très intéressant. C'est un petit peu, finalement, la cerise sur le gâteau du débat qui s'annonce. Frédéric de Courtois, vous êtes directeur général adjoint du groupe AXA, en charge de la finance, de la gestion des risques, de la stratégie, de la réassurance cédée et des opérations. Un champ de compétences, bien entendu, qu'on ne présente plus. Et puis Pierre-Antoine Chardel, vous êtes philosophe et sociologue, professeur à l'Institut Mines Télécom et chercheur au laboratoire d'anthropologie politique CNRS HESS, École des hautes études en sciences sociales. Et parmi vos ouvrages, L'Empire du signal, de l'écrit aux écrans, publié en 2020 dans la belle édition CNRS, et puis Politique sécuritaire et surveillance numérique, toujours dans la collection CNRS. Donc vraiment tous, vous avez énormément de choses à nous apporter. 1h15 de débat avec vos questions, bien entendu, qui vont venir de la salle à la fin de notre conversation. Et puis questions aussi de la part des étudiants de l'école des hautes études internationales et politiques, une école prestigieuse où ont été formés Peggy et Anatole France. Voilà, rien que cela, hein, donc c'est pas rien. Donc avançons sur le sujet, comment concilier avancées technologiques et liberté. Bien entendu, avancées technologiques, nous allons évoquer l'intelligence artificielle, des technologies visibles, invisibles surtout, qui sont donc difficiles à appréhender. Qu'est-ce que cela change? Ça change notre rapport à la liberté. Encore faut-il savoir de quelle liberté nous parlons à l'heure du numérique. Et si notre liberté est menacée, liberté personnelle ou liberté d'un état de droit, pourquoi pas, hein, vraiment, vraiment ça. Il y a beaucoup de champs d'ouverture. Par qui ces libertés sont-elles menacées? Alors je vais donner la parole aux invités pour savoir déjà comment ils voient et comment ils appréhendent le sujet. On va commencer avec vous, Catherine Bréchignac. Comment concilier avancées technologiques et liberté? Merci beaucoup. Alors, comment concilier avancées technologiques et liberté? Tout d'abord, je crois qu'il faut redéfinir les mots. Le mot liberté, je ne vais pas le redéfinir parce que Pierre Magnan nous a fait un exposé remarquable hier. Et il parlait de la liberté individuelle et de la liberté citoyenne. Et moi, je vais me focaliser sur la liberté individuelle. Comment concilier les avancées technologiques avec la liberté individuelle? Il a parlé, quand il a défini la liberté individuelle, il a parlé du fait qu'il fallait éviter les obstacles. Mais pour qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait un espace. Donc, je vais plutôt me concentrer sur l'espace de liberté. L'espace de liberté physique, de mouvement, et l'espace de liberté intellectuelle.
Quant aux technologies, je trouve que la meilleure définition des technologies est donnée dans le livre de François Guénaud, qui concilie la science, les techniques, les savoir-faire en vue de réaliser un produit qui est défini pour quelque chose de défini. Voilà. Et donc, comment ces technologies vont-elles modifier l'espace de liberté ? Alors, tout d'abord, si on regarde l'espace de liberté physique, on se dit que effectivement, les technologies nous ont énormément apporté depuis la nuit des temps pour augmenter cet espace de liberté physique. Si on se réfère à la fin du XVIIIe siècle, on mettait 5 jours pour aller de Paris à Brest en diligence, et qu'à la fin du XXe siècle, on met 3h30. Donc effectivement, on a terriblement agrandi notre espace de liberté. On l'a agrandi aussi beaucoup avec la voiture. Alors la voiture, on a pris des voitures... Tout d'abord, la voiture a été inventée comme voiture électrique, et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, c'était plus facile d'utiliser de faire du thermique, parce qu'on faisait de l'électricité à partir du thermique. Donc, il fallait mieux mettre le thermique directement dans la voiture. Donc, on a commencé à faire des voitures, et puis de plus en plus, on a des voitures de plus en plus sophistiquées. Plus personne ne sait réparer sa voiture. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut revenir à l'électrique, mais en parallèle, on nous raconte qu'on va baisser l'électricité parce que ça coûte trop cher. Donc on est quand même dans un système où la liberté est un peu difficile à concevoir dans ce monde-là. Alors un autre exemple de liberté physique, c'est compte tenu du fait qu'on a maintenant le numérique, on a des images que l'on peut avoir n'importe où, et donc une surveillance absolument accrue des mouvements de chacun. Alors, est-ce qu'on perd en liberté ? Est-ce qu'on s'en fiche ? C'est possible. Enfin, en tout cas, on ne peut pas y échapper. Donc ça, c'est un peu pour la liberté physique. Alors après, pour la liberté intellectuelle, c'est plus subtil. Pour la liberté intellectuelle, les technologies... Par exemple, je prends les technologies qui permettent maintenant de changer de genre. Alors, c'est très à la mode. On a envie d'être un homme quand on est une femme, ou une femme quand on est un homme. Bon, c'est possible. Sauf que ça vous met un carcan hormonal dont on ne parle pas. Donc, ça vous prive d'une certaine liberté. Bon, il faut quand même le savoir. Rien n'est anodin quand on essaye d'augmenter la liberté. Puis, un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est lorsque vous mettez le contenu d'une partie de votre mémoire dans un ordinateur pour qu'il avance plus vite que vous ne le feriez vous-même. Bon, ça semble très bien, mais ça perturbe votre mémoire. Et perturber sa mémoire, si on enlève une partie de ce qu'on a dans la mémoire pour le mettre dans l'ordinateur, ça vous perturbe votre mémoire. Or, votre mémoire, c'est fondamental pour tout ce qui est instinctif. Quand vous vous trouvez devant quelque chose de nouveau, vous faites appel à votre mémoire, à ce que vous avez déjà vécu, pour essayer de penser le plus vite possible à ce que vous devez faire devant une situation nouvelle. Si vous n'avez plus l'ingrédient dans votre mémoire, vous allez vous trouver dans une situation difficile. Imaginez, l'exemple le plus simple, c'est des numéros de téléphone. Vous avez tous vos numéros de téléphone dans votre téléphone, dans votre smartphone, vous appuyez sur une touche, vous avez la personne, très bien. Et puis si un beau matin, votre smartphone ne marche plus, que va-t-il se passer ? Alors, il faut penser à avoir des numéros d'urgence dans sa mémoire personnelle. Sinon, vous allez vous trouver complètement démuni. Donc, il faut faire très attention quand on a ces nouveaux outils. Et c'est un peu le sujet du débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est-à-dire comment utiliser intelligemment ces nouveaux outils et ne pas se laisser entraîner dans les nouvelles technologies, dans les avancées technologiques qui, elles, pourraient nous dominer. Voilà, c'est très clair, c'est très concret. Frédéric de Courtois, votre regard de chef d'entreprise, bien entendu, mais aussi peut-être une vision du coup plus politique, plus économique et aussi plus européenne sur ces enjeux. Comment concilier avancées technologiques et liberté ? Alors, la question est intéressante. Elle laisse penser que avancées technologiques et liberté sont contradictoires ou incompatibles. Et je pense que la réponse est plus nuancée.
Une même technologie peut être positive pour les libertés ou négative pour les libertés en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc ça, c'est le point de départ. Et c'est un sujet que les sociétés d'assurance, et AXA, qui est le groupe auquel j'appartiens, réfléchit quasiment tous les jours. On est des grands utilisateurs de technologies et de plus en plus. Ça va du big data, l'analyse des data, l'intelligence artificielle, l'analyse des images satellites, l'Internet des objets. Tout ça c'est l'assurance aujourd'hui. Et il est clair que les technologies aujourd'hui et les avancées technologiques contribuent et sont une partie de la solution sur un certain nombre de grandes problématiques. Les problématiques de la nouvelle mobilité, de la transition écologique, de la pluralité de l'information, etc., etc. Mais si on regarde ces différentes technologies, je vais prendre un ou deux exemples, l'intelligence artificielle par exemple, ou l'analyse des data. Donc l'analyse des data nous aide à résoudre une quantité de problèmes. Elle pose des problèmes, elle pose des vraies questions en termes de propriété des données personnelles et donc de nos libertés. L'intelligence artificielle, donc ces algorithmes qui nous font des propositions, etc., sont aussi quelque chose d'extrêmement positif en termes de traitement des données, pour trouver des solutions, etc. Et elles nous enferment dans des carcans parce qu'elles ont des biais, donc nous dirigent vers des choix dont nous n'avons pas forcément conscience. Donc toutes ces technologies peuvent être prises d'un côté positif ou négatif. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une approche nuancée. Alors ensuite, quelle est la solution ? Il n'y a pas de solution évidente. Nous, ce qu'on pense, c'est que la réglementation et la législation sont indispensables. C'est-à-dire qu'il faut encadrer l'usage des technologies. Est-ce que c'est suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant parce que les technologies évoluent rapidement, parce qu'il y a des usages auxquels on n'avait pas pensé. Et donc là, c'est plus compliqué parce qu'au-delà de la réglementation et de la législation, il y a une part d'éthique personnelle, d'éthique des entreprises, etc., auquel il faut faire appel. Donc, il faut l'encadrer et il faut former les acteurs à ces problématiques éthiques. La question, mais ça rejoint une question qu'avait posée Madame sur comment est-ce qu'on arrive à prendre des bonnes décisions sur ce sujet ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à encadrer de façon réaliste, pragmatique, efficace ces sujets sur les nouvelles technologies ? On n'a pas de meilleure idée que différents acteurs doivent être impliqués. C'est un processus qui est par essence démocratique. Ce sont des décisions qui sont politiques. Donc le législateur, le régulateur, les citoyens, les entreprises, les experts. Et j'insiste sur les experts parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes. Et donc les politiques n'ont pas nécessairement tous les savoirs pour prendre des décisions, doivent se mettre autour d'une table et on doit organiser un processus démocratique pour définir des règles. J'ajoute un dernier commentaire avant de conclure pour faire le lien avec la table ronde précédente. Il faut avoir en tête que les États qui définissent les règles et les normes sur ces sujets ont le pouvoir. Et ceux qui les définissent, c'est ceux qui maîtrisent ces technologies. Donc c'est un vrai sujet de souveraineté. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas ces technologies, si on n'a pas investi pour maîtriser ces technologies, on est par essence à la remorque et on est suiveur. Et donc on perd notre souveraineté. Donc voilà en quelques mots mon point de vue. Alors j'ouvre la porte sur d'autres sujets que je ne traiterai pas, mais le premier, je vais poser plus des questions, c'est il faut une approche culturelle du sujet. Parce que tous les pays, toutes les nations, tous les peuples n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes avis sur ce sujet. Donc il faut et on peut avoir une approche culturelle de ce sujet. Il faut avoir une approche psychologique de ces sujets. Nous, citoyens, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même approche du sujet, ça dépend des époques, etc. On peut avoir une approche en s'inspirant des grandes traditions spirituelles qui sont exprimées sur ce sujet. Donc, il n'y a pas de réponse unique. Donc, je reviens à mon premier point. Il faut une approche nuancée en fonction des usages. Les technologies sont bonnes si elles sont bien utilisées, mais il faut certainement les encadrer.
Oui, il faut les encadrer. Il faut aussi l'assentiment du citoyen. On va y revenir. Qu'on met en concilier avancées technologiques et liberté. Finalement, on ne peut pas faire les choses sans les citoyens. Et vous l'avez dit, on n'est pas tous à égalité face à ces questions qui sont ô combien complexes. Alors, Charlène Biondi, vous êtes docteur en philosophie. Vous avez écrit un ouvrage, Décoder une contre-histoire du numérique. C'est très très intéressant parce que vous posez cette question de comment penser l'impact des technologies si on ne peut plus les distinguer de nous-mêmes. Et là, avant même de poser la question finalement de l'adhésion aux nouvelles technologies, encore faut-il qu'on soit capable de faire le distinguo, tellement on fusionne avec elles, tellement elles ont une emprise finalement sur notre quotidien et même sur notre cerveau. Merci, vous résumez très bien la question principale du livre. Mais avant d'en venir là, je vais peut-être rebondir sur les 2 précédentes interventions de notre table ronde aujourd'hui, qui, à mon sens, reflètent très bien l'ambiguïté du progrès technologique, où on voit bien que la technologie est à la fois une menace et en même temps un moyen d'expansion des libertés. Et quand on présente les choses comme ça, on se rend compte que finalement, l'enjeu serait, comme vous venez de le dire, Monsieur de Courtois, de savoir et de trouver la meilleure manière d'encadrer ces technologies, de les réguler, de les maîtriser pour qu'elles ne soient pas trop une menace et plutôt un outil en faveur des libertés. Et moi, je crois que, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, qu'on peut aussi penser l'enjeu de la technologie différemment, pas en mettant technologie et liberté sur le même plan et sur le plan d'une confrontation pour savoir laquelle menace l'autre et laquelle encadre l'autre, mais plutôt se demander dans quelle mesure les technologies redéfinissent profondément ce qu'on entend par liberté et ce qu'on désire, ce qu'on attend de la liberté. Alors, évidemment, moi non plus, je ne vais pas refaire une définition du mot liberté parce qu'apparemment, on vous l'a fait hier. Malheureusement, je n'étais pas là, mais c'était brillant de ce que j'entends. Mais c'est quand même important de préciser que on fonctionne dans une société sur laquelle on s'accorde sur le sens de certains mots. Et quand on dit liberté, tout le monde entend droit de faire certaines choses. Avoir des libertés, c'est le droit notamment de penser ce qu'on veut, d'aimer qui on veut, comme on veut, de croire en Dieu ou de ne pas croire du tout dans notre sphère privée, par exemple. Donc la liberté, le mot de liberté se réfère consciemment ou pas, à l'idée d'un sanctuaire, l'idée qu'il y a un lieu absolument neutre où on peut faire et penser et croire absolument ce qu'on veut, tant qu'on ne fait pas de mal aux autres, évidemment. Et ce droit, cette liberté en tant que droit à un sanctuaire, elle repose sur une autre idée qui est encore plus fondamentale, qui est l'idée que l'homme lui-même est un sanctuaire. C'est que on a besoin, s'il faut protéger nos libertés, il faut quand même le dire, c'est parce que notre humanité en a absolument besoin. On ne peut pas être humain si on n'a pas ça. En tout cas, c'est là-dessus que la société occidentale est construite. Alors pour ceux qui font de la philosophie, c'est l'homo noumenon de Kant. Pour ceux qui croient en Dieu, c'est le message de Jésus. Mais passons. Ce que je veux dire dans mon livre, c'est qu'il apparaît que l'ère numérique, toutes nos pratiques technologiques, est en train de rendre cette conception d'une liberté en tant que droit à un sanctuaire d'une certaine manière un petit peu obsolète, un petit peu anachronique, dépassée, en somme. Alors d'une part, parce que, comme l'a dit Mark Zuckerberg, la vie privée n'existe plus, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, puisqu'on s'expose, on s'étale en ligne, et puis on présente très volontiers sur la toile, sur les réseaux sociaux, des choses que nos grands-mères n'auraient pas osé écrire dans leur journal intime. Alors l'expression n'est pas de moi, je l'applique à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. Donc en bref, les frontières du privé et de l'intime ne sont plus ce qu'elles étaient, et les réseaux sociaux en particulier ont joué un grand rôle dans ce déplacement des frontières de l'intime. Mais je crois qu'il y a autre chose de beaucoup plus fondamental, c'est que dans son fonctionnement, la technologie numérique ne peut ni respecter ni même reconnaître l'existence d'un sanctuaire, parce que tous ces services que nous utilisons et dont nous avons tant besoin et que nous aimons tant, l'intelligence artificielle entre autres, a besoin d'aller collecter les données, les relations de données propres à nos existences privées, de connaître les étapes de notre raisonnement quand on va faire une recherche en ligne et qu'on passe d'un mot-clé à un autre, d'une page web à un autre, et de les enregistrer pour
nous proposer un meilleur résultat de recherche. La voie suivante, de connaître les étapes de nos relations amoureuses, les lieux où on va au restaurant pour nous proposer des meilleurs... Enfin bref, vous savez, tout le monde sait comment ça fonctionne, le profilage en ligne. Et voire même de connaître nos battements cardiaques pour ceux qui ont des montres connectées. Et à mesure que nous utilisons ces services, donc de Google Translate aux applications de rencontres, je crois que nous adoptons plus ou moins consciemment cette façon d'envisager l'homme et le monde comme une matrice ouverte où les relations, où les données comportent une utilité potentielle tellement importante pour faire fonctionner la machine, mais aussi pour produire les savoirs, les connaissances, les services de l'ère numérique, que finalement on est prêt à les abandonner. Et donc je pense que on peut se demander si cette liberté sanctuaire qui a été tellement importante dans l'histoire culturelle, politique du monde occidental, elle est encore aussi désirable. Et finalement, c'est le titre de cette revue politique, aimons-nous encore la liberté? En fait, quelle liberté aimons-nous aujourd'hui? Évidemment qu'on aime une liberté, mais ce qu'on entend et ce qu'on désire quand on parle aujourd'hui de liberté, c'est peut-être autre chose que ce droit de penser, d'aimer ou de croire dans un sanctuaire privé. Alors, je ne vais pas vous encourager à acheter mon livre, même si bien sûr, allez acheter mon livre qui est sorti la semaine dernière, mais j'y raconte une anecdote vers la toute fin. Donc, je ne vous dis pas comment ça termine, mais qui m'est vraiment arrivée en enseignant à la Sorbonne Paris-Descartes il y a quelques temps, juste avant le Covid, où mes élèves, que j'adore, m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire d'être manipulés par les technologies. C'est-à-dire le fait qu'on pouvait manipuler leurs opinions, c'était pas... Je leur dis, mais vous croyez vraiment que vous n'êtes pas libre? Ils me disent, non, on est parfaitement libre, mais bon, c'est pas grave si on est manipulé. Donc je termine là-dessus en ouvrant le débat, on va dire. C'est bien parce que vous mettez les pieds dans le plat, et c'est vrai que c'est une question ô combien prégnante qu'on ne ressent pas non plus le sujet suivant la génération à laquelle on appartient. C'est évident que pour les moins de 25 ans, le plateau que nous représentons, c'est presque peut-être de la préhistoire. Je dis ça évidemment sans offenser personne, et je me mets bien entendu dedans. Mais c'est une vraie question, effectivement, l'ambivalence de la notion même de liberté, suivant la génération à laquelle on appartient. Ça vous permet de rebondir sur ce beau sujet. Pierre-Antoine Chardel, vous êtes sociologue et philosophe, et vous avez ô combien travaillé sur ces questions du numérique, y compris vis-à-vis de la notion de sanctuaire et d'intériorité. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, on est avec beaucoup de résonance ici sur la question de la liberté, sur les technologies numériques. Je rappellerai pour commencer que renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Donc on est quand même là sur un sujet extrêmement crucial et fondamental. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. Encore faut-il pouvoir peut-être la redéfinir et insister sur le fait que la liberté doit passer par des capacités d'agir. Alors, pour commencer à poser quelques jalons, peut-on concilier avancée technologique et liberté? Je dirais oui, bien sûr, je rejoins ce qui a été dit précédemment, à condition de faire intervenir le travail de l'éthique. J'insiste dans mes travaux sur cette importance de faire travailler l'éthique, ce qui implique dans un premier temps de distinguer les contextes d'application et de déploiement des technologies, qui ne posent pas les mêmes questions. Il va sans dire que les technologies ne posent pas les mêmes questions selon les contextes, si on est dans le domaine de la santé, par exemple, ou de la communication, ou des relations sociales, dont on sait à quel point elles sont en grande partie redéfinies par les technologies numériques. Et c'est en l'occurrence le numérique et la métamorphose qui nous fait vivre qui me préoccupe autant d'un point de vue philosophique que sociologique. Car le numérique nous pose des questions fondamentales d'un point de vue philosophique, notamment sur la manière dont nous souhaitons continuer à vivre ensemble, à créer du commun, pour reprendre cette question qui a été abordée par Pierre Manin hier. Comment prendre soin du sens aussi, face à un empire du signal, des environnements qui nous accoutument à interagir avec des signaux. Comment aussi faire preuve de responsabilité à l'ère numérique. Alors, pour poser un premier jalon en vue de la discussion,
Donc les avancées technologiques sont-elles compatibles avec la liberté? Oui, seulement si nous sommes en mesure de les dissocier de l'idéologie techniciste qui les accompagne souvent. Je tiens beaucoup à cette distinction. L'idéologie techniciste consisterait à dire, par exemple, la sécurité serait assurée par plus de caméras de surveillance ou par des algorithmes. Un autre exemple, la santé en situation de pandémie serait davantage assurée par le traçage, par des applications telles que Stop Covid. En somme, c'est une idée, un objet sur lequel on a débattu il y a quelques temps avec Valérie Charol, Asma Mala et Mireille Delmas-Marty. C'est en somme l'idée que tout ce qui est technologiquement possible serait nécessairement mieux et bénéfique. En disant cela, je tiens juste à mentionner qu'il convient de développer une culture critique des technologies et des discours qui les portent, puisqu'il a été rappelé une définition de la technologie qui signifie aussi une dimension de langage. La technologie, techné et logos, logos c'est bien sûr la rationalité, mais c'est aussi du langage, des discours, des récits. Et on sait combien les récits qui entourent les technologies tendent souvent à neutraliser notre capacité critique. Aussi parce que ce qu'on appelle les technodiscours sont pluriels. Ils sont politiques, ils sont industriels, ils relèvent aussi du marketing. Et donc il est important, me semble-t-il, de dissocier les technologies de ces discours et donc de proposer un décryptage critique des technologies en considérant que notre liberté n'est plus simplement celle de parler, mais notre liberté s'exprime par cette capacité de faire parler nos environnements numériques. Alors comment faire parler nos environnements numériques dans la mesure où ceux-ci nous enchantent bien souvent? Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on consent autant justement à laisser des parts de nous-mêmes? On consent tellement, on cède un petit peu sur nos libertés. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte beaucoup, notamment ces enjeux de surveillance? Quelques éléments sur lesquels j'ai été amené à réfléchir. Eh bien, les technologies numériques nous apportent beaucoup de confort. Un deuxième point, elles nous procurent aussi un sentiment de maîtrise et de puissance. Donc il y a quelque chose de très prométhéen dans cette relation aux technologies numériques. Elles nous familiarisent aussi avec de l'intangible et de l'invisibilité. Non seulement leur fonctionnement est intangible, on ne peut pas les appréhender, par exemple, comme un moteur d'une voiture, au moins d'une voiture d'il y a avant une dizaine d'années, et ouvrir le capot. Il est de plus en plus difficile d'appréhender d'un point de vue critique, donc une technique qui n'est pas perceptible. Pour prendre un exemple très rapidement, si on considère que l'anthropométrie était l'ancêtre de la biométrie, autant l'anthropométrie peut générer un sentiment de malaise, on peut avoir immédiatement cette impression de réification de l'humain, autant les effets de la biométrie dans leur gestion politique des identités est beaucoup plus difficile à cerner. Alors comment faire face à ces régimes d'invisibilité? Comment faire face à ces défis d'un point de vue éthique et critique pour rendre visible tout un arrière-monde, finalement, un arrière-plan qui structure nos environnements numériques? Eh bien, ça suppose des efforts pour les rendre visibles par d'autres techniques. Donc, utiliser la technique pour contrer d'éventuelles dérives de certaines pratiques. Développer, je vais proposer ces quelques idées, des techniques de cartographie des réseaux, d'exploitation, de traitement de nos données. Développer de la data visualisation. Ce sont là, ici, des efforts qui impliquent des dynamiques, bien sûr, transdisciplinaires. Ça implique de travailler à plusieurs disciplines, entre ingénieurs, entre designers, entre sociologues, entre philosophes. Pour résumer, la liberté n'est pas simplement la liberté de parler, mais repose sur une capacité de faire parler nos environnements numériques, de dévoiler l'arrière-monde qu'ils impliquent, ce qui suppose, et je terminerai là, beaucoup de volonté et beaucoup de créativité et d'inventivité.
en assumant aussi de pouvoir les détourner pour en faire des œuvres d'art. C'est à cela que s'emploient nombre d'artistes numériques aujourd'hui. Donc il convient d'être vigilant par rapport aux valeurs aussi auxquelles on tient. Les technologies doivent s'associer à des principes et des valeurs sur lesquels on doit travailler, parce qu'en effet, il y a bien des enjeux qui sont à redéfinir. Mais autrement dit, il convient d'appréhender les technologies, non pas en les fantasmant, mais en les soumettant à notre jugement critique, autant qu'à une ambition de créativité, pour permettre de stimuler de nouveaux commencements, pour reprendre la belle formule d'Hannah Arendt. Donc oui, les technologies sont compatibles avec notre liberté tant qu'elles ne fichent pas notre imaginaire. Voilà, donc rester libre passe par la capacité à imaginer. Hein. Bon, c'est quand même une sacrée aventure que d'être encore en capacité d'imaginer. Frédéric de Courtois, avant justement de laisser la parole à Catherine Bréchignac sur l'imaginaire et où cela nous entraînerait, et surtout est-ce qu'on en est encore capable, puisqu'on voit qu'on a quand même un champ par rapport à l'imaginaire qui se réduit forcément, on le voit d'ailleurs avec les nouvelles générations qui ont beaucoup moins de capacité à imaginer. Mais vous, tout d'abord, Frédéric de Courtois, par rapport aux enjeux du débat qui ont été posés, une question me vient, la reconnaissance faciale par exemple, ou tout ce sentiment d'envahissement de certaines nouvelles technologies. Vous avez abordé la notion de on ne peut pas faire sans, les nouvelles technologies en soi peuvent être bonnes, mais il faut savoir les accompagner. Comment faire? Est-ce qu'on peut toutes les accompagner? Est-ce qu'on peut toutes les circonscrire avec notre intelligence? C'est une bonne question. Vous prenez l'exemple de la reconnaissance faciale, alors que nous n'utilisons pas dans les compagnies d'assurance, mais on connaît bien le débat et l'utilisation qui est en effet en Chine et à Hong Kong. Mais ça illustre bien le fait que ce sujet est un sujet qui est plein de dilemmes et de paradoxes à résoudre. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez cité la reconnaissance faciale, celui de l'intelligence artificielle. Les meilleurs en termes d'intelligence artificielle sont les Chinois et les Américains. Pourquoi? Parce que leur réglementation sur la propriété des données personnelles est très laxiste, et donc l'industrie, les entreprises peuvent travailler sur ces données, et pour tester des algorithmes, pour être bon en intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Donc ils ont beaucoup de données, et donc ils sont très bons en termes d'intelligence artificielle. Nous, Européens, on veut protéger la propriété personnelle des données parce qu'on veut protéger les libertés de nos citoyens. Et donc, on n'a pas, ou on a beaucoup moins de compétences en termes d'intelligence artificielle. Et donc, on voit bien le dilemme sur ce genre de sujet. On voit bien le dilemme entre la souveraineté et les libertés. Je ferai noter que, par ailleurs, les citoyens européens n'ont aucun problème pour donner leurs données personnelles à Facebook ou à Google, etc. Donc, là encore, il y a des dilemmes partout. Donc, est-ce que c'est possible de tout encadrer? Non. C'est pour ça que je disais qu'il fallait réglementation, législation, l'éthique. Mais au-delà de ça, le sujet sur lequel je voudrais insister, c'est que ces décisions sont complexes. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution qui nous permet, comme je prenais l'exemple sur l'intelligence artificielle, d'avoir le meilleur dans tous les domaines. Catherine Bréchignac, peut-être sur cette notion d'encadrement. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on est encore en capacité d'imaginer? Alors, avant de parler d'imaginaire, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. D'abord, premièrement, il y a plusieurs technologies. Là, on parle tous, parce que le débat est parti sur le numérique, parce que c'est notre dernier jouet. Donc, effectivement, tout le monde s'intéresse au numérique. Mais tout d'abord, il faudrait repenser technologie et se dire quand est-ce qu'une technologie peut-elle avancer? C'est-à-dire, comment elle se développe? Et elle ne se développe que si la société l'accepte. Donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à vos jeunes, là, et moi, je suis pas du même avis, c'est-à-dire que ça m'est complètement égal que les gens sachent où je suis, mon téléphone, le numéro est toujours ouvert, peu importe. Mais il y a des gens qui ont envie d'utiliser ça pour se donner un spectacle. Si vous ne voulez pas vous donner un spectacle, vous ne vous mettez pas sur Facebook. Enfin, voilà. Mais vous pouvez toujours utiliser les technologies. Donc, en fait, je crois que si aujourd'hui on a un tel engouement sur ces technologies numériques, c'est parce que la société l'accepte. Donc, si elle l'accepte, et vous avez raison, quand vous dites la société américaine, elle l'accepte plus que la société européenne,
bien tout le monde essaye de nous pirater nos données sur la santé, parce qu'évidemment c'est intéressant, vu elles sont anonymes, mais elles existent quand même, et c'est pour ça que les hôpitaux se font pirater en permanence, et pas par les Français, par les autres. Évidemment, quand vous avez une société qui accepte de donner les données numériques, elle va progresser. Elle va progresser. Alors, donnez-nous peut-être des exemples de progression. Ce n'est pas évident. Elle va progresser par le fait que, justement, vous allez pouvoir de plus en plus manipuler une très grande masse de données. Vous avez des masses de données aujourd'hui qui sont quand même... Oui, alors, évidemment, c'est rien à côté des 10 puissance 26 du grain de matière. Ça, c'est vrai qu'on pourrait encore en mettre beaucoup plus. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir... On commence à avoir des algorithmes, et des algorithmes de plus en plus compliqués pour gérer une grande masse de données. Et on est maintenant dans un système au niveau de l'informatique et de l'algorithmique de l'informatique qui est très intéressante, parce qu'autrefois, ça veut dire il y a 30 ans, on avait l'algorithme, on pouvait suivre ligne par ligne. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous prenez des morceaux de programme, d'autres morceaux de programme, vous agencez ces morceaux de programme, et s'il y a une erreur dans un programme, cette erreur, elle restera et elle sera compensée par autre chose. Et au fond, c'est un peu... dans le domaine de l'évolution de ce système informatique et de ces grandes masses de données, c'est un peu l'évolution qu'on a tous, qui est l'évolution normale, qui est une évolution vers la complexité, c'est-à-dire du terme que les choses se mettent ensemble, de complexité, ça vient de complexus, qui veut dire tisser ensemble. Et donc, c'est dans ce domaine-là qu'on va avancer et qu'on avance de plus en plus vers la complexité. Donc, de toute façon, maintenant, plus on aura de données, plus on va se complexifier, plus on va se complexifier, plus on va avancer. Oui, ça pose des questions éthiques tout de même. Ah ben certes, ça pose des questions éthiques, ça c'est évident. Je ne vais pas dire que ça ne pose pas de questions éthiques. On est des êtres humains, donc voilà. Mais justement, je pense qu'il faut plus réfléchir à la partie éthique que sur la partie qui, de toute façon, avancera. Alors, je vous posais la question de l'imaginaire. Et pour répondre à ce que disait Pierre-Antoine Chardel, pour rester libre, encore faut-il être en capacité d'imaginer et de préserver son sanctuaire qu'est l'imagination. Est-ce qu'on peut y arriver dans les années qui viennent ? Ah oui, de toute façon, l'imaginaire, enfin, moi, je suis très confiante sur l'imaginaire. L'homme, ça ne va pas être le même espace imaginaire, mais il va toujours se déplacer dans son imaginaire, heureusement, parce que sinon, sauf si, évidemment, on fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met tout son cerveau dans une machine. Là, on n'aura plus d'imaginaire. Mais si on garde une partie de nos données personnelles en nous-mêmes, alors on progressera toujours dans l'imaginaire. Pierre-Antoine Chardel, peut-être sur cette question de l'imaginaire, en sachant qu'avant c'est technologique et liberté, ça veut peut-être aussi dire des robots, des machines qui de plus en plus prennent notre cerveau et donc préemptent notre imaginaire, non ? Oui, mais bien sûr, mais on aura des robots, mais on discutera avec le robot. C'est pas gênant. Vous allez au Japon, vous avez des robots humanoïdes depuis déjà longtemps. Alors on peut discuter avec des robots tant qu'on n'attend pas des êtres humains la même immédiateté, la même instantanéité. En fait, c'est ça un risque qu'on voit se profiler. C'est pas tant la puissance des robots, on sait à quel point ça peut nous être utile, mais un des risques qui est d'ailleurs pointé par un philosophe de la technique, Jean-Michel Besnier, qui était professeur à la Sorbonne, qui pointait le risque de voir nos rapports humains se machiniser. La machinisation. C'est-à-dire, on est plus impatient quand on s'adresse à quelqu'un, on voudrait avoir une réponse immédiate. Et le fait d'interagir aussi avec des machines, ça peut produire aussi beaucoup de non-sens. Donc, il faut être attentif à ces effets. Je ne pense pas que l'imagination soit en déclin. Je citais le rôle des artistes numériques, qui sont souvent très, très au fait de la technique. Je pense à des gens comme Samuel Bianchini, Claire B, c'est son nom d'artiste, qui fait des choses magnifiques à partir de flux de données, d'expériences immersives. Donc c'est très sophistiqué, c'est ça qui nous permet aussi d'aborder les technologies de façon moins instrumentale et de façon plus critique, plus détournée, plus créative.
Donc ça, je pense que c'est important pour la bonne santé de la société démocratique de se tenir au courant de ce qui se produit en termes de détournement technologique, mais au sens positif du terme, au sens poétique du terme. Voilà, je m'arrête là. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, là, il faudrait repenser à ce que disait Jacques Ellul à propos de l'homme technologique, ou je ne sais plus exactement le titre de son livre. Le système technique. Oui, enfin. Et donc, il exprime extrêmement bien le fait que, tout d'abord, quand un enfant naît, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il faut après du temps pour qu'il apprenne à lire, à écrire, à parler, enfin bref, il n'est pas fini. Et si on lui met un environnement humain lorsqu'il est petit ou un environnement technologique, on ne sait pas très bien, pour l'instant on joue à l'apprenti sorcier, on ne sait pas très bien ce que ça va donner quand on mettra un enfant uniquement dans un environnement technologique. Qu'est-ce qu'il va développer dans son cerveau, qu'est-ce qu'ensuite ça va donner, etc. Comment va-t-il réagir justement avec les robots, et ça, c'est des questions auxquelles il faudrait s'attacher en faisant attention à garder toujours un environnement humain chez les enfants. Charlène Biondi, vous vouliez réagir sur cette question ? Oui, du coup, je réagis sur plein de choses. Effectivement, il y a des études qui ont été menées sur les enfants et les personnes âgées qui développent de vrais sentiments pour leurs robots de compagnie. Donc ça, on le sait maintenant. Donc c'est la preuve que l'humain est éminemment malléable et poreux quant à l'influence de la technique sur sa propre subjectivité. Quant à l'imaginaire, je pense que pour comprendre les effets du numérique sur la société et sur l'imaginaire, moi j'aime bien comparer le numérique à une révolution scientifique plutôt qu'à une révolution industrielle, qui est un discours qu'on entend beaucoup. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, comment une technologie est acceptée. En fait, les révolutions scientifiques, quand Galilée et Copernic découvrent ou manifestent la révolution copernicienne au départ, elle n'est pas acceptée. Même les contemporains de Galilée refusent absolument ces découvertes, pourtant c'est factuel. Et finalement, c'est bien plus tard, c'est avec la physique newtonienne qu'on commence à accepter Copernic. Et finalement, c'est cette découverte scientifique, c'est cette énorme révolution dans l'histoire de la physique avec Newton qui donne lieu à la révolution industrielle plus tard, parce que les lois de Newton permettent de développer les outils technologiques de l'époque, techniques de l'époque, l'horloge, le cadran, la navigation, et finalement Watt développe sa machine à vapeur grâce aux lois de Newton qui avaient donné l'horloge. Et Watt et la révolution industrielle, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la révolution politique, la révolution française. Donc c'est l'idée, dans l'histoire des idées mêlées à l'histoire des sciences, que les grandes découvertes scientifiques ont un bouleversement très très long et très très lent, qui en général se fait en 2 temps. La science se manifeste dans l'outil technique, aujourd'hui technologique, qui transforme toutes les pratiques humaines et sociales, qui déboulent sur une révolution politique. Et politique, on peut dire du coup de l'imaginaire, parce que on vit dans le monde social, l'ordre sociopolitique dépend de ce qu'on est capable d'imaginer, de concevoir, de désirer. Et donc je pense, moi j'aime bien assimiler la révolution numérique, même si ce n'est pas une science en soi. Je pense que dans ses effets, c'est à ça qu'il faut la comparer, parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux que le numérique en tant que découverte, entre guillemets, donne lieu à une révolution industrielle qu'on voit tous aujourd'hui. Et la grande question qui se pose et dont on débat maintenant, c'est comment ça va se manifester dans l'ordre politique ? Qu'est-ce qui arrive ? Et ça, c'est là que la question de la liberté, qui est fondamentale depuis au moins les Lumières en Europe, est suspendue, parce qu'on ne sait pas comment elle va être. Bon, si vous le permettez, je voudrais quand même faire un commentaire sur la science. Puis après, je me tairai. Alors, qu'est-ce que la science ? La science, tout d'abord, c'est un outil pour comprendre. Et comment construit-on cet outil ? On construit cet outil d'abord par la découverte, donc on fait interagir nos sens parce qu'on les voit. Ensuite, on veut se soustraire de nos sens, parce que si on lit Kant, on se rend compte que chacun a une interprétation différente de ce qu'il a vu, et même avant. Donc, on veut se soustraire de nos sens, donc on me fait des mesures. Et on fait des mesures, et on mesure, et là, on a un outil qui devient de plus en plus performant pour avoir des mesures de plus en plus précises. À côté de ça, on fait une théorie,
pour voir si cette théorie est valable et on la compare à l'expérience. Donc la science, c'est vraiment un outil qui est basé sur une comparaison permanente entre la mesure et la théorie. Alors qu'en est-il quand on est arrivé au numérique, ce que vous appelez le numérique? La révolution, ce n'est pas la révolution numérique, ça c'est technologique, ce n'est pas la même chose. La révolution, c'est vraiment quand on a commencé à faire de l'informatique. Et l'informatique, il faut l'apprendre à l'école comme on apprend les mathématiques. Parce que l'informatique, c'est une science. Je m'arrête. Frédéric de... Merci Catherine. Frédéric de Courtois, justement sur ce débat révolution numérique ou non, et comment comprendre le monde qui vient avec finalement la notion de conscience qu'on n'a pas encore évoquée, puisqu'il y a évidemment liberté individuelle, liberté d'un état de droit, souveraineté comme vous l'avez évoqué, mais qu'en est-il de la question de cette notion même de révolution? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Catherine Bréchignac? Et quid de la conscience dans ce débat? Comment concilier avancée technologique et liberté? Alors moi, ma préoccupation principale en tant que citoyen et chef d'entreprise, c'est que on trouve, comme j'ai dit, il y a beaucoup de dilemmes, on trouve le bon équilibre entre liberté, souveraineté, puissance. Et pour rejoindre ce qui a été dit avant, donc je pense qu'on peut le trouver qu'au travers d'un large processus démocratique associant tous les acteurs, et ça doit s'appuyer sur l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, et je reviendrai ensuite avec quelques chiffres sur le sujet, je pense qu'aujourd'hui, pour que nos citoyens participent activement au débat, on a un vrai sujet d'éducation sur ce sujet des technologies et de l'informatique. Et c'est ça ma préoccupation principale, c'est-à-dire qu'on fasse des choix éclairés, conformes avec notre culture et ce que veut la société. Alors mon ami John Marco dit qu'il ne faut pas trop regarder les sondages, et il a raison, mais je vais néanmoins en citer un, qui est AXA fait chaque année un rapport qu'on appelle le Future Risk Report, donc c'est sur les risques auxquels on est confronté, et le prochain sort dans quelques semaines, et il y a un certain nombre de questions justement sur ce que pensent les citoyens de la technologie. Si on regarde ce que pensent les Français, donc 47% des Français pensent que la technologie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est très supérieur à ce que pensent les Allemands, par exemple. Ça veut dire, pardonnez-moi, qu'il y a une régression. Après, je crois que Catherine Bréchignac va vouloir réagir, mais ça veut dire qu'on est entré presque dans une phase de régression aussi par rapport à l'appréhension de la technologie. Alors, régression, c'est peut-être excessif, mais de doute en tout cas. Oui, de doute. Il est intéressant de voir qu'à Hong Kong, ils ont encore plus d'appréhension. C'est peut-être parce qu'ils savent ce que la technologie peut faire et comment elle peut impacter leur liberté. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que les jeunes, on ne s'y attend pas, ont plus d'appréhension que les vieux. Peut-être parce qu'au fond, ils ont l'intuition que des risques liés à la technologie. Les femmes ont plus d'appréhension que les hommes. Donc pour moi, le sujet, c'est que nos sociétés trouvent le bon équilibre. Il ne sera pas forcément le même dans tous les pays, mais ça sera le nôtre. Il ne peut être qu'européen. Et pour ça, il faut un bon processus démocratique et une éducation dès les plus jeunes classes pour être sûr qu'on appréhende bien ce sujet. Catherine Bréchignac. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en fait, quand on regarde, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une technologie ne peut se développer que si la société l'accepte. On voit très bien que la société, elle peut changer d'avis au bout d'un certain moment. Et c'est ce qui s'est passé chez nous avec le nucléaire. Au départ, tout le monde était d'accord avec le nucléaire, trouvait ça extraordinaire, même c'était merveilleux. Et puis, au bout d'un moment, les gens se sont posés des questions. Alors évidemment, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans tous les côtés, en particulier avec le nuage de Tchernobyl, mais où on a raconté des imbécilités. Donc en fait, c'est vrai qu'ensuite la société s'est mise à ne plus accepter cette technologie. Et du coup, il y a eu un frein politique
parce que les politiques ne comprennent strictement rien à la science. Alors là, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et donc, il y a eu un frein qui s'est mis et on a perdu 20 ans, alors que maintenant, on a envie de repartir sur une technologie, bien sûr, en faisant très attention à la sécurité. Donc, en fait, ce que vous dites est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre de l'instant auquel vous vous trouvez et de l'avancée de la technologie par rapport vis-à-vis de la société. Tout cela, cela dit, de toute façon, nécessite une conscience éclairée. Pierre-Antoine Chardel, vous vouliez mettre un coup de projecteur sur le fait que concilier avancées technologiques et liberté, oui, c'est bien gentil, mais quid de la tyrannie de l'instantanéité qui est liée justement à ces avancées technologiques qui sont envahissantes dans notre quotidien, notamment dans la sphère de l'entreprise. Alors, en effet, c'est un grand paradoxe des technologies numériques, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que les technologies nous faisaient gagner du temps, et de fait, avec une utilisation très convulsive parfois des technologies numériques, on en perd beaucoup et on se laisse assujettir à ce qu'on peut appeler en effet une tyrannie de l'instantanéité. Néanmoins, je tenais à mentionner le fait qu'on a encore notre mot à dire par rapport à tout ça. C'est-à-dire que je l'observe très bien en entreprise, on voit un effet de saturation cognitive, informationnelle, de grande fatigue, d'épuisement, et on sent qu'il y a une limite un petit peu qui a été franchie, et que nous avons encore notre mot à dire en termes de libre arbitre, et qu'on utilise encore les technologies numériques de façon très consumériste, sans utiliser suffisamment notre jugement critique, et un petit peu comme si on n'avait pas été éduqué. Et donc je crois beaucoup à l'éducation, au fait qu'on a des machines qui nous dépassent. Eh bien, il est temps d'apprendre à les interpréter, à les appréhender, ce qui implique de revoir totalement nos modes d'éducation, travailler de manière beaucoup plus transversale, de façon transdisciplinaire, pour faire face à la complexité précisément. Quand Edgar Morin parle de la complexité, c'est aussi pour nous inviter à travailler de façon transversale, transdisciplinaire, alors qu'on est encore dans des modes d'éducation qui sont très en silo. Et ce qui fait beaucoup de mal à une appréhension raisonnée, intelligente de nos environnements. Mais comme l'a rappelé Charlène, je pense que c'est extrêmement important de situer les technologies numériques, si on parle de celles-ci, dans le temps long, en considérant qu'elles ont une longue histoire et qu'on doit pouvoir les appréhender comme des objets de culture et développer ce qu'on appelle une technocritique, comme on parle d'une critique littéraire ou d'une critique cinématographique, non pas pour se détourner de ces œuvres que sont les technologies, mais pour apprendre à mieux les appréhender, mieux les voir, mieux les percevoir. Il faudrait presque finalement une éducation à la liberté, dorénavant. Mais là encore, ça passe peut-être par la notion de conscience, non, Charlène Biondi? Vous qui nous avez tout à l'heure parlé de votre expérience de professeur à la Sorbonne, avec ce que ça générait de consentement finalement au fait de ne plus être libre chez les jeunes. Oui, et je voulais ajouter aussi par rapport à ce que venait de dire Pierre-Antoine Chardel, que d'une certaine manière, peut-être encore à la marge, mais l'industrie numérique est déjà en train d'intégrer la critique, la technocritique. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, par exemple, que Apple est leader sur la défense des données personnelles. La dernière mise à jour de l'iOS 14, d'ailleurs, a posé énormément de problèmes à certaines startups et entreprises partout dans le monde qui ne peuvent plus utiliser, collecter, analyser les données de leurs utilisateurs aussi facilement qu'avant. Et il y a aussi, d'ailleurs, on voit bien tous les nouveaux outils sur nos téléphones iPhone qui nous permettent de mesurer, de limiter notre temps d'écran. Et d'ailleurs, il y a même d'autres entreprises, dont une start-up française qui fait des choses très belles, qui s'appelle Opal, qui pour apprendre à l'utilisateur à surveiller sa consommation de la technologie et garder cette sorte de distance critique vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire surveiller son addiction à l'écran notamment. Donc, et ça, c'est des innovations qui viennent de la sphère technologique elle-même. Donc on est déjà dans l'étape d'après où l'industrie est en train de faire sienne sa propre critique. Frédéric de Courtois, la tyrannie de l'instantanéité, finalement, avec les nouvelles technologies dans le champ de l'entreprise. Comment
comment vous imaginez que l'on puisse un petit peu s'en préserver, parce que c'est un état de fait tout de même. Hein. Bon, d'abord, c'est une bonne question. Sur tous ces sujets, et pour revenir à la question initiale, il faut bien avoir en tête que arrêter l'évolution, les avancées technologiques, c'est ni possible ni souhaitable. Donc on est là dans le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le gère au mieux. Voilà. Je pense que ça serait intéressant, je serais intéressé d'avoir l'avis de mes collègues. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce point de départ. Alors ensuite, sur l'instantanéité, aujourd'hui, la technologie et la puissance de calcul nous donnent la capacité à analyser plus de données, et donc des données en temps réel. Et même nous, compagnie d'assurance, maintenant, on analyse des données en temps réel. On analyse des données en temps réel, par exemple, sur le comportement des conducteurs. Donc là aussi, ça a des effets positifs et vertueux, puisqu'il y a un aspect de... Si je prends l'exemple... Et ça va être le cas dans toutes les voitures. Hein. Dans toutes les voitures, vous analysez les données en temps réel. Il y a des aspects positifs en termes d'éducation, de prévention, etc. Et puis, il y a des aspects qu'il faut gérer en termes de confidentialité des données, etc., etc. Donc, encore une fois, l'instantanéité, pour moi, c'est un des aspects du sujet. Ce n'est pas bien ou mal, c'est une avancée technologique qu'il faut gérer au mieux. Catherine Bréchignac, peut-être sur cet aspect très concret de comment préserver au mieux sa liberté ou la laisser se déployer avec cette tyrannie de l'instantanéité qui est quand même liée aux avancées technologiques, en bien ou en mal. Hein, c'est toujours pareil, je ne dis pas qu'il n'y a que du mal, bien entendu. Hein. Oui, alors, bon, effectivement, il y a une espèce de tyrannie, mais c'est toujours pareil. On peut se soustraire à la tyrannie si on a envie d'essayer de s'en soustraire. On peut pas complètement, mais en partie, oui. Et ce qui est le plus difficile, c'est l'accélération permanente de cette progression vers la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, avec les outils numériques, on est arrivé à aller extraordinairement vite et on va de plus en plus vite. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Parce qu'on ne peut pas on peut pas dépasser la vitesse de la lumière de toute façon. Donc on va quand même dans une vitesse qui est extrêmement perturbante pour l'individu. Et ce que je trouve de très intéressant, si je reprends la vision de la recherche en intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine, c'est qu'on se rend compte que qu'est-ce qui est dans notre cerveau de la connectique, si je puis employer ce mot, et qu'est-ce qui est justement de la partie imaginaire dont vous parliez tout à l'heure. Et comment... Et à quelle vitesse peut-on aller? Évidemment, la machine ira plus vite que nous sur la connectique, sans aucun doute. Et d'ailleurs, ça se voit, les joueurs d'échecs, le de Go, etc., la machine nous bat tout le temps. Donc ça, cette intelligence-là, qui avant, on trouvait que le joueur d'échecs était quelqu'un d'extrêmement intelligent quand il gagnait toutes les parties. Maintenant, c'est plus très intéressant puisqu'il se bat contre une machine et que la machine va toujours gagner. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir à quelle vitesse il va pouvoir perdre, si je puis dire, par rapport à la machine. Donc, on a un objet d'étude scientifique extrêmement intéressant pour comparer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec une certaine rapidité et ce qu'on peut appeler de créativité de l'esprit humain. Et c'est ça qui est intéressant et c'est là où l'enjeu de la rapidité est quelque chose qu'on n'a encore pas du tout maîtrisé. Oui. Quelle place, cependant, pour l'intime, pour l'affectivité, puisqu'on parle d'intelligence, mais enfin, les avancées technologiques et la notion de liberté se fracassent aussi sur le champ de l'intime. Vous avez parlé de sanctuaire, Charlène Biondi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous développer cette partie-là? Puis nous allons devoir vous laisser partir. Vous allez devoir quitter ce moment de partage un petit peu plus tôt. Donc, je vous laisse vous exprimer sur cette question. Justement, sur la question de l'intime qui est absolument liée à la question de la créativité, puisque ce qu'on comprend en général de la créativité, c'est justement ce qui vient du plus intime de l'être, tellement intime qu'on n'en a pas conscience. La sublimation, c'est ce qui sort de cette petite boîte noire intérieure et que
On prend conscience à la fois de qui on est en tant que créateur et de ce qu'on est en tant que culture à travers les œuvres d'art. Aujourd'hui, ça aussi, c'est en train d'être non pas remis en question, parce que je ne crois pas que ce soit un spectre d'analyse intelligent de dire que la technologie remet en cause le libre arbitre. Je pense que c'est radicalement faux. Et d'ailleurs, personne ne se sent vraiment menacé dans son libre arbitre en utilisant une intelligence artificielle. En revanche, il y a des choses qui se passent néanmoins. Et là, alors maintenant, évidemment, maintenant que je vous en parle, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus du nom, mais il y a un nouveau, une intelligence artificielle en open source qui vient d'être mise en ligne récemment, qui est absolument extraordinaire et qui permet de créer des images à partir du texte. Je vois quelqu'un qui bouge la tête. Vous vous souvenez du nom ? Voilà. Et Facebook, d'ailleurs, Facebook/Meta vient de sortir un algorithme un peu similaire, mais qui du coup n'est pas open source, et qui permet à partir de texte de créer de l'image. Et c'est grâce au big data, justement, dont tout le monde parle ici, on arrive à faire émerger des choses. Enfin, c'est la créativité pure, en fait. C'est des choses qui n'existent pas, simplement par la machine. Alors évidemment, c'est basé sur du concret créé par l'homme et par l'humain, et le texte aussi, et on peut dire que le langage est humain. Mais il y a vraiment cette question qui, en fait, est posée depuis très longtemps, puisque Jacques Lacan, le psychanalyste, l'a formulé déjà en ces termes dans les années 60 dans une de ses conférences, parlant des tout débuts de la science informatique et de ce qu'on appelait à l'époque la cybernétique. Il disait la question de savoir si la machine est humaine est clairement tranchée, et la machine n'est pas humaine, bien qu'à l'époque certains se posaient la question. En revanche, conclusion de Lacan, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'homme est un peu aussi une machine. Donc cette espèce de dualité, elle est permanente et elle est irréductible à notre rapport à la technique, je pense. Et une dernière chose, puisqu'on parlait de voiture et d'assurance, alors ça peut paraître parfois tiré par les cheveux quand on dit que la notion de liberté est redéfinie par le numérique, mais alors prenons un exemple plus concret, l'idée de voiture. Il y a encore 40 ans, une voiture, c'était Ford T, ou alors même pas Ford T, mais sans parler de la Ford T. Quand on pense à la voiture, on pense à l'usine, on pense au travail à la chaîne, on pense aux petits trucs qu'on prend avec un moteur, etc. Aujourd'hui, avec Tesla, les nouvelles voitures connectées, c'est plus du tout ça l'imaginaire qu'il y a derrière. Tesla, c'est pas un constructeur automobile, c'est une entreprise d'intelligence artificielle. C'est une entreprise, les voitures Tesla, si elles ont de la valeur, si elles existent en tant que voitures sur le marché, c'est parce que Tesla est capable d'analyser une quantité énorme de données de ces voitures et de ces conducteurs qui sont connectés en permanence, de les mettre à jour en temps réel. Et donc là, on voit bien que, alors tout le monde n'a pas encore une Tesla, quoique en Norvège, je crois que c'est la voiture la plus vendue, mais on voit bien que très bientôt, peut-être que nos enfants, enfin mes enfants, quand ils auront 8-9 ans, quand je leur dirai voiture, l'imaginaire qu'il y aura derrière, ce ne sera pas la Ford T et l'usine de la chaîne, mais ce sera une entreprise d'intelligence artificielle qui est capable de connecter ces véhicules et voire de les faire rouler de manière autonome. Donc voilà, c'était juste un autre exemple pour montrer qu'on est en train de comprendre les choses et de mettre des images derrière qui sont radicalement différentes. Merci beaucoup, Charlène Biondi. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques. Merci d'être venue aussi nous éclairer à la Cité des débats à Saint-Raphaël. Merci infiniment. Nous allons écouter un étudiant de l'École des hautes études internationales et politiques qui a des questions à vous poser. Oui, vous pouvez vous lever peut-être, prendre le micro. C'est la question de Julie, c'est ça ? Oui. Oui. Déjà, bonjour mesdames et messieurs. Je tiens déjà, pour commencer, à vous remercier pour cet échange qui fut très intéressant, surtout sur le domaine de la technologie, qui est quand même un domaine qui est assez complexe, voire même très compliqué. Et donc là, je vais plus m'intéresser à la technologie numérique, puisqu'à l'heure où nous sommes toujours connectés, pensez-vous qu'il est toujours possible de se faire un propre jugement et donc de garder sa liberté individuelle de penser sans être toujours influencé par les technologies numériques ? Et d'ailleurs, si on veut aller un peu plus loin, et peut-être avec une vision un petit peu plus pessimiste, ne serions-nous pas en train de subir les débuts d'une certaine dictature numérique où la diversité de l'opinion se réduit considérablement sans vraiment s'en rendre compte ? Qui veut répondre ? Frédéric de Courtois ? Je peux commencer. Je pense que votre question est très, très judicieuse. Et il est clair que
il y a dans certains cas une certaine dictature du numérique qui réduit notre capacité de jugement, puisqu'on sait bien qu'on est orienté par les algorithmes vers des opinions qui sont les mêmes que les nôtres, etc. etc. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est comment on peut lutter contre ça. Alors j'ai beaucoup parlé de réglementation, de loi, etc. Il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup parlé d'éducation. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à former des jeunes, des étudiants qui ont une appréhension de ces sujets et une intelligence qui soit certes une intelligence technologique, mais aussi également une intelligence émotionnelle, politique, culturelle, et peut-être spirituelle, et qui arrive à prendre du recul et arrive à prendre des décisions, même si ces algorithmes, etc., les emmènent vers certains choix. Donc pour moi, ce que vous citez est un des risques pour nos démocraties, et on a les moyens de lutter contre ces risques, mais c'est pas si évident que ça. Je voyais que vous vouliez réagir. Oui, je veux réagir parce qu'on a toujours été influencé, même avant le numérique, on est toujours influencé par son environnement. Alors maintenant, le numérique est un nouvel environnement, mais on a toujours été influencé. Religieusement, par exemple, est-ce que vous voyez un musulman d'une famille musulmane dire à ses parents un beau matin, tiens, j'ai envie d'être juif? Ça me paraît étonnant. Et c'est parce qu'en fait, les gens sont influencés par leur environnement. Ils font partie d'un groupe, ils font partie d'une tendance, ils font partie d'une réflexion collective. Donc en fait, on a toujours été influencé par son environnement. On croyait qu'on ne l'était pas, mais on l'a toujours été. On est toujours. Alors maintenant, avec le numérique, c'est un peu différent parce que on trouve sur Internet absolument tout et son contraire. Et qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est qu'on essaie de se raccrocher à ce qu'on a envie de savoir, d'être, ou de comprendre, ou de savoir, ou de dire. Donc on va chercher quand vous allez sur Internet, vous allez chercher ce qui vous correspond à vous. Et là, vous allez l'amplifier, et vous allez vous conforter et vous mettre dans le groupe qui pense comme vous. Donc oui, le numérique nous perturbe, mais il nous perturbe plus par la vitesse que par le mécanisme profond de l'influence. Le numérique, finalement. Oui, pardon. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que ça a toujours existé. Le numérique l'amplifie. Voilà, on est seul face à la machine, seul face à l'algorithme. Et donc, ça le rend encore plus difficile à gérer, si je puis dire. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour, tout d'abord merci pour cette conférence qui fut très intéressante et très enrichissante. En tant que jeunes, nous sommes au quotidien confrontés aux objets technologiques et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il est presque impossible pour nous de nous en passer. Nous sommes de nombreux jeunes à développer des addictions finalement au téléphone ou aux outils technologiques. Pourtant, ces outils nous permettent de nous déplacer, donc par exemple les trottinettes électriques, nous permettent de discuter avec des gens dans le monde entier ou encore d'acquérir des connaissances sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc on a finalement la sensation d'avoir une certaine liberté, mais cette liberté apparaît plutôt comme éphémère finalement. Et je me demande si du coup l'humain doit s'affranchir dans une quête de liberté des avancées technologiques ou doit composer avec, et par quel biais peut-il composer avec les nouvelles technologies pour devenir plus libre? Non, il doit absolument composer avec, parce que à partir du moment où quelque chose est créé, il existe. Donc vous ne pouvez pas vous mettre la tête dans le sable en disant ça n'existe plus. Donc vous êtes obligé d'être avec. Mais là, à vous à avoir un libre arbitre pour savoir comment vous allez utiliser ces outils. Moi, je trouve que c'est un monde extraordinaire que vous vivez là, vous maintenant, à commencer tout de suite avec des outils comme ceux-là. C'est des outils magnifiques. Donc ce qu'il faut voir, c'est le bon côté et faire très attention à ne pas se laisser piéger par l'outil. Mais c'est un monde, c'est une évolution extraordinaire. Pierre-Antoine Chardel, oui. Je serais tout à fait d'accord avec cette idée de composition, apprendre à composer. Gilbert Simondon, un philosophe de la technique, qui écrivait que l'homme, face aux techniques, doit se comporter comme un chef d'orchestre. Ça veut dire que c'est aussi à lui d'imposer son rythme. Et donc pour ne pas nous laisser prendre dans les mailles des filets que nous tendent les réseaux, parce que c'est nous qui nous laissons prendre dans ces mailles, donc c'est à nous aussi
d'affirmer un jugement critique et de pouvoir développer avec les technologies des relations plus contributives et moins consuméristes. Un bel exemple de la contribution, c'est Wikipédia, par exemple. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui peut se produire de façon plus préjudiciable pour le lien social. Ce n'est pas tout à fait la même chose que certains réseaux sociaux. Enfin, donc c'est important aussi d'opérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, des distinctions. Et c'est ça la critique, hein, c'est pas être contre, c'est au contraire mieux voir, ça renvoie au terme grec krinein, c'est discerner, c'est passer au crible. Et à mon avis, on ne passe pas suffisamment au crible aussi les mots qui définissent la technique. On parle d'intelligence artificielle, peut-être qu'il faudrait mieux parler de machine learning, de machine calculante. Il y a des chercheurs en IA qui se tiennent beaucoup à ce choix de mots qui ont un impact beaucoup sur l'influence qu'ils ont sur l'imaginaire collectif. D'autres questions ? Pardon, je voulais ajouter un point sur ce sujet. Il faut évidemment composer avec, d'abord parce qu'on ne peut pas faire autrement, et ensuite parce que, comme vous l'avez dit, ça offre d'immenses opportunités. Et pour moi, le sujet, c'est pas la relation avec l'outil technologique, c'est la relation exclusive, addictive avec l'outil technologique. Et là, je suis un fervent partisan de l'équilibre, c'est-à-dire que c'est l'outil technologique qu'il faut aussi lire, faire du sport, avoir des relations sociales, etc. Et c'est ça le risque de l'outil technologique, c'est l'addiction, comme vous l'avez dit, et le fait qu'on ne fasse que ça. Tout à fait. Je voulais ajouter quelque chose. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi un traducteur artificiel, enfin une machine, va traduire extrêmement vite et parfois beaucoup mieux que l'humain un texte alors qu'il ne comprend strictement rien. L'ordinateur ne comprend rien au mot, rien. Pourquoi la traduction sera-t-elle meilleure que la traduction par un humain, par exemple ? Alors, quand vous regardez au fond comment fonctionne la machine, vous voyez que la machine fonctionne à partir d'un corpus où vous avez les traductions de phrases par différents auteurs qui ont été faites. Alors c'est pour ça que, par exemple, les traductions anglais-françaises sont évidemment extrêmement fournies. Et donc, la machine va faire des comparaisons en permanence, à toute vitesse, bien plus rapidement que pourrait le faire un individu, et va utiliser des passages pour vous traduire correctement. C'est exactement, quand vous réfléchissez, c'est pour ça qu'on l'a appelé le deep learning, c'est exactement comme vous apprenez, vous, quand vous êtes petit, par exemple, des mots et des comptines. Vous apprenez des comptines, puis après, vous prenez le morceau de la comptine et vous le mettez dans votre vocabulaire, et vous le mettez dans une phrase, et vous avancez comme ça. Et c'est comme ça que, par ce mécanisme de comparaison en permanence, et avec la rapidité qu'a une machine, elle va pouvoir vous traduire plus rapidement, parce qu'évidemment, quand vous avez tout Victor Hugo qui est traduit en anglais, ça va beaucoup plus vite. D'autres questions ? Oui, bonjour, monsieur, dame. Donc, en réfléchissant à tout ce que vous avez dit et en examinant la société, je m'aperçois qu'il y a une grande dynamique qui est provoquée par les jeunes pour aller vers toutes ces technologies. Et nous-mêmes, on est entraînés dans tout ça, et puis ça fait partie du monde, c'est comme ça. Mais la recherche de beaucoup de jeunes, j'ai 4 enfants, et la recherche de beaucoup de jeunes, c'est les ascenseurs émotionnels. Et ça monte, ça descend, et c'est un grand dévoilement de leur intimité. Il y a une perte, il y a, entre guillemets, une sorte de viol de leur intimité, où ils le dévoilent facilement, et puis même nous, des fois, on est entraînés, enfin pas moi, mais d'autres personnes sont entraînées à dévoiler toute leur intimité. Est-ce que le travail ne serait pas essentiellement à faire sur la construction de l'identité qui va leur permettre de pouvoir protéger leur identité eux-mêmes, leur intimité, et est-ce que ça ne se ferait pas, je vous ai entendu le dire, au niveau même de l'éducation nationale et de la prévention avec les parents, concrètement, voilà, parce que si on n'affermit pas leur identité, c'est comme si on met un gros moteur dans une petite moto et on lui demande d'avancer à 200 à l'heure alors qu'il n'a pas les capacités, et il va y avoir de gros problèmes. Alors il faut affermir le cadre, les roues, et équiper la moto pour qu'elle puisse être aussi résistante pour rouler avec ce gros moteur. Et là, c'est un peu le problème qu'on rencontre dans notre société. Alors là, vous avez vraiment raison, parce qu'en fait, on a en nous-mêmes une partie de raison et puis une partie d'émotion. Il ne faut surtout pas négliger l'émotion. Et l'émotion,
pouvez bloquer votre raison et puis vous vous laissez aller sur l'émotion. Parce que de toute façon, la raison est plus lente que l'émotion. Dans un individu, quand il vous arrive quelque chose, avant de raisonner, d'abord c'est émotif. Heureusement d'ailleurs, je dois dire. Parce que sinon, si on était uniquement sur la raison, on deviendrait des robots. Donc je crois qu'il faut effectivement développer l'émotion. Et cette émotion, pas nécessairement, c'est pas l'école qui doit apprendre ça. L'école doit apprendre l'instruction, c'est l'instruction. Mais les familles doivent apprendre l'émotion. Et ça, c'est très important. Il faut quand même, au bout du compte, rester humain. Pierre-Antoine Chardel. Je pense que par rapport à ces pratiques numériques sur les réseaux sociaux, il est extrêmement important de dissocier les technologies numériques de certains grands modèles économiques, qui sont ceux des GAFAM, et qui, si on pense à Facebook ou d'autres réseaux sociaux, attisent cette soif d'exposition. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça, et que on voit émerger des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus basés sur l'échange de connaissances, sur la contribution. Donc ça, c'est des modèles marketing, en fait. Et évidemment, ils marchent très bien parce qu'ils stimulent une dimension pulsionnelle, une dimension très narcissique, aussi parce qu'on a besoin de s'exposer pour exister socialement. Et donc, il y a cette ambivalence-là qui est très bien cernée par certains grands acteurs du numérique. Mais ce sont certains modèles économiques qui sont peut-être un peu délétères aujourd'hui. Parce que ce n'est pas les technologies qui ont inventé ces penchants. Je pensais à Kant qui disait le bois dont l'homme est fait est un bois courbe. Donc ça veut dire que pour le redresser en quelque sorte, il faut un travail. Il faut une discipline, il faut une volonté. Le travail de la volonté, le travail de la raison. Et je terminerai en disant que la technologie a besoin d'éthique, parce que l'éthique, comme l'on sait, c'est Aristote qui nous l'apprenait, c'est la recherche de la juste mesure entre deux extrêmes. Donc on a besoin peut-être d'une techno-éthique, c'est-à-dire d'une technique qui soit associée à cette recherche de juste mesure pour éviter d'être pris dans ces excès qu'on connaît aujourd'hui. Le mot de la fin, Frédéric de Courtois ? Le mot de la fin. Moi, je suis résolument optimiste sur tous ces sujets, mais il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf parce que qui maîtrise les technologies a la capacité à prendre le pouvoir sur nos consciences, le pouvoir politique. Et donc, en tant que citoyen, je pense qu'il ne faut pas être naïf et il faut y être attentif, investir sur l'éducation et avoir un processus démocratique qui garantit que ces acteurs, je le mets entre guillemets, capitalistes, soient contrôlés. Catherine Bréchignac. Moi, je dirais qu'il faut prendre le temps de vivre. Voilà, c'est bien. C'est une très belle conclusion. Merci à tous les trois d'être venus nous apporter votre liberté d'esprit pour penser à un aussi beau sujet que l'avancée de la technologie et la façon de la gérer au mieux dans notre quotidien, bien entendu, et dans le monde qui vient et dans notre société. Il y avait encore bien d'autres aspects à aborder, mais il nous aurait fallu 2 ou 3 heures de plus. Alors merci infiniment Catherine Bréchignac, merci Frédéric de Courtois et merci à Pierre-Antoine Chardel. Merci bien entendu à la ville de Saint-Raphaël de permettre ces beaux débats, la cité des débats qui continue cet après-midi. Ne ratez pas, les États-Unis ont-ils le monopole de la production de la norme? Ça, c'est un beau sujet plus que jamais d'actualité à partir de 14h15 et jusqu'à 15h30 avec Pierre Musso, avec Nicole Baccaran, avec Philippe Bonne-Carrère et Didier Moss. Voilà, merci à tous.